La prolongation, évidemment, les grandes gueules sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Merci de nous rejoindre dans la troisième partie de cette émission. Mesdames et messieurs, dans un instant, nous allons partir du côté de la Côte d'Ivoire, d'où nous attend évidemment des intervenants. Nous allons nous intéresser à l'actualité de ce côté. Vous le savez très bien, la Cour pénale internationale confirme l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, ancien président ivoirien et de l'ex-chef des jeunes patriotes. Nous allons comprendre dans un instant avec Frank Anderson Kouassi, que nous allons joindre de ce côté, pour le rappeler, le secrétaire général adjoint des FPI. Et puis Fernand Dédé, lui, il est éditorialiste du côté de la Côte d'Ivoire. Et puis un peu plus tard, Ibrahim C nous rejoindra dans ce studio. On parle culture ce matin chez les GG. Il est le président de cette nouvelle association qu'on appelle le FESEG. C'est bien cela, le temps pour notre Amadou Sow, évidemment, de joindre nos intervenants du côté de la Côte d'Ivoire. On va essayer de lire quelques messages que vous avez bien voulu laisser là, évidemment, sur le hashtag EspaceGG, avec qui exactement? Monsieur Wangrin, qui nous écrit sur Twitter, qui nous dit: je suis d'accord avec Jacques Léo-Aleno, je n'ai aucune confiance au vaccin. C'est AstraZeneca. Donc on va continuer avec cet autre aussi qui nous écrit, évidemment, toujours sur le hashtag EspaceGG. Ils sont très nombreux à se bouger de ce côté, avec la complicité évidemment de Poutine qui nous accompagne ce matin. Lui, c'est Moussa Idi Erdogan, carrément sur Twitter, qui nous écrit: bonjour les GG, quand dans un pays, la population passe son temps à discuter pour un retard et les gouvernements ne donnent que des chiffres, des promesses et non des faits, ça conduit à l'échec de la future génération de jour en jour. Triste pour ma Guinée. Koulidara, voilà, il s'est fait appeler comme ça. On va aller en Côte d'Ivoire, mes signal, oui, en direct ce matin, mon cher Jacques Léoua, avec quelques intervenants. C'est le premier, évidemment, que nous avons en direct, mon cher ami. Oui. Monsieur Franck, bonjour. Bonjour. Bienvenue à cette émission. Depuis hier, donc, nous avons... Voilà, il faut le rappeler, il est le secrétaire général. Oui, secrétaire général adjoint du Front populaire ivoirien. Nous avons appris hier l'acquittement définitif du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. D'abord, au sein de la formation politique, comment vous avez accueilli cette décision de la CPI? Nous l'avons accueilli avec joie et fierté. Joie parce que c'est quand même 10 ans de souffrance qui viennent de prendre fin. Fierté parce que le président Laurent Gbagbo a tenu. Il a tenu bon. Il est resté debout. Il est resté debout, il est resté digne pendant ces 10 ans. Et il a dit qu'il allait aller jusqu'au bout. Et il est allé jusqu'au bout. Donc nous l'avons accueilli avec joie et avec fierté. Ça, c'est la première réaction. Et nous avons, à partir de ce moment-là, nous avons le devoir de remercier tous ceux qui ont concouru à la libération définitive du président Laurent Gbagbo. Je veux parler d'abord des militants de notre formation politique, des militants et des sympathisants, des intellectuels africains, ivoiriens, les artistes, les médias, les hommes politiques d'ici et d'ailleurs qui ont contribué à la libération et à la lutte que nous avons menée jusqu'à la libération du président Laurent Gbagbo. Très bien. Ok. Deuxième question, vous appartenez à quel FPI? Parce que nous avons compris, en l'absence de Laurent Gbagbo, qu'il y avait deux FPI. Il y a une formation qu'on appelle Front populaire ivoirien. Oui, donc il est le président. Oui, Front populaire ivoirien. Front populaire ivoirien. De Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, et donc c'est pas celui à la tête duquel se trouve Afingué, ça? Du Front populaire ivoirien fondé et présidé par Laurent Gbagbo. Je suis assez clair. Oui, vous êtes assez clair, mais en même temps, de l'autre côté, celui qui a concouru aux élections dernières, il l'a fait sous la bannière du Front populaire ivoirien. Je vous parle du Front populaire ivoirien de le président Laurent Gbagbo. D'abord, d'accord. Donc, grande question, c'est concernant tout de même les dégâts occasionnés, parce que Laurent Gbagbo, Blé Goudé et Charles ont été jugés et la procureure avait voulu qu'on retienne contre eux 4 chefs d'accusation quand même principaux. Il s'agit de crimes contre l'humanité, meurtre, persécution, viol. Et voilà, elle a été déboutée, madame le procureur. Alors, des observateurs se demandent, alors, qui est coupable des 3 000 morts que la guerre civile ivoirienne a engendré?
Oui, mais ça veut simplement dire qu'on a cherché les coupables là où il ne fallait pas. C'est maintenant qu'il faut chercher les coupables là où ils sont. C'est tout ce que ça veut dire. Laurent Gbagbo n'était pas coupable. Blé Goudé ne sont pas coupables. Maintenant qu'ils ne sont pas coupables, ça veut dire qu'on n'a pas cherché les coupables là où il fallait. D'accord. Donc c'est une question de fond. Okay. Beaucoup quand même s'étonnaient de cette procédure parce que beaucoup parlaient de partialité de la part du procureur Morino qui quand même avait engagé les enquêtes à Côte d'Ivoire sans attendre l'avis même du juge de la Cour pénale internationale. On a parlé de partialité. Est-ce que ce manque de preuves qui justifierait aujourd'hui cet acquittement de Laurent Gbagbo avec Charles Blé Goudé, parce que d'aucuns parlaient quand même d'une prise de position non seulement de Fatou Bensouda mais aussi de Luis Moreno Ocampo? Le procureur, il poursuit à la charge. Le procureur, il poursuit à charge. Il est donc normal qu'il ait adopté cette position. Mais là où nous ne comprenons pas, c'est qu'il y a eu un conflit post-électoral. Il y a eu deux camps. Et pendant 10 ans, nous n'avons pas vu une seule enquête ouverte par rapport à l'autre camp, le camp des adversaires. C'est là où il y a le problème. Mais sinon, un procureur, il poursuit à charge. Mais quand il poursuit, dans une situation comme celle que nous avons vécue en 2010, il y a eu affrontement entre deux camps. Et je vous rappelle que c'est Laurent Gbagbo qui était agressé. Ce n'est pas lui qui a agressé, c'est lui qui était au pouvoir et c'est lui qui a agressé. Là où les gens ont pris l'option de la guerre, lui, il avait proposé le reportage de voix. Et les adversaires et leurs soutiens ont dit non, ils ont préféré faire le choix des armes. À partir de ce moment-là, quand on mène une enquête par rapport à ces milliers de morts-là, on mène l'enquête dans les camps. Jusqu'aujourd'hui, nous nous posons la question. Donc c'est une justice des vainqueurs. C'est acharné sur Laurent Gbagbo et ses partisans. Pourquoi? Ça fait 10 ans que personne du camp Ouattara n'a encore comparu devant aucune juridiction. Donc la question est là, c'est une question de fond. Justement, parlant d'enquête, est-ce qu'il faut dire que il va falloir s'attendre à d'autres procès, par exemple en Côte d'Ivoire, parce que avant que ce ne soit à l'international, sur le plan local déjà, il y avait un procès, une enquête qui était ouverte, et là aussi, Gbagbo devrait ou pourrait répondre. Est-ce que c'est un scénario auquel il va falloir s'attendre? Il y a pas, sur la crise post-électorale, Laurent Gbagbo n'a pas tenu un procès en Côte d'Ivoire. On l'accuse abusivement d'avoir fait organiser le casse de la BCAO. Mais là encore, souvenez-vous que pendant la crise là, le casse qu'il y a eu, c'est à Bouaki, c'est à Daloa, c'est à Amman, où les agences de la BCAO ont été cambriolées. Au vu eux aussi de tout le monde. Jusqu'ici, aucune enquête n'a été ouverte et on ne sait pas qui le fait. Et un chef d'État qui organise la résistance de l'État, c'est lui qu'on va accuser d'avoir cassé la CDAO. Alors, la BCAO. L'autre question, c'est par rapport à son retour. On sait qu'il a pu obtenir ses 2 passeports récemment. Dites-nous comment ceci devrait se dessiner. Est-ce que sur le plan local, vous qui êtes là-bas, est-ce qu'on va devoir s'attendre à ce qu'il rentre ou bien il peut y avoir une résistance? À quoi est-ce qu'on devrait assister dans les prochains jours? Est-ce que lui-même, selon vos informations, il prévoit de rentrer maintenant? Le président Laurent Gbagbo, son domicile n'a pas changé. C'est en Côte d'Ivoire. Il n'a pas changé de résidence. Mais ça, c'est un discours politique. Son adresse là, c'est en Côte d'Ivoire. Donc, s'il a ces documents de documents de transport, de voyage, et que la CPI vient de le blanchir au vu et au su de tout le monde, mais la chose unique qui reste, c'est qu'il rentre chez lui à la maison, et c'est ici en Côte d'Ivoire. Et c'est un ancien chef de l'État, c'est un ancien président de la République. Et ici en Côte d'Ivoire, il y a une loi qui organise et qui protège les anciens présidents de la République. Et cette loi-là, nous attendons qu'elle soit appliquée et qu'il rentre dans les conditions, en toute quiétude, en Côte d'Ivoire, en famille, qu'il retrouve sa famille. D'accord. Maintenant sur le terrain, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, vous qui êtes quand même aujourd'hui au garde du parti? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire concrètement auprès des autorités? Nous, on s'organise pour l'accueillir. Et le président, déjà, quand il a eu son passeport, ses 2 passeports, il avait instruit le secrétaire général du FPI, Dr Assou Abdou, de prendre langue avec les autorités ivoiriennes pour organiser son retour en toute quiétude. Nous avons pris ces contacts. Malheureusement, notre interlocuteur, c'était le Premier ministre Ahmed Bakary Kopé à son âme. Dieu l'a rappelé brutalement.
Et donc, nous attendons, maintenant qu'ils ont nommé un autre Premier ministre, bon ben, on va reprendre les contacts pour organiser avec les autorités. Assoadou, vous l'avez cité, on l'a écouté, autant bien sûr il faut le rappeler avec Ahmed Bakayoko, mais après, est-ce qu'une réponse favorable lui était donnée qu'effectivement, avec facilité, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé pouvaient rentrer au pays sans problème? Mais nous, quand on a pris contact avec le Premier ministre, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, il a montré une bonne disposition d'esprit. Il n'y avait pas de problème. Bon, maintenant qu'il est décédé et qu'il y a un nouveau Premier ministre qui a été nommé, nous allons renouer le fil du contact avec les autorités par le biais de ce Premier ministre-là et nous allons engager la discussion et que le président Laurent Gbagbo rentre en toute quiétude. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Franck Anderson, il faut le rappeler, hein, Franck Anderson Kouassi, secrétaire général adjoint du FPI. Il était en direct ce matin chez les GG sur Radio Espace. Salut les petits lutins, comme vous êtes mignons, je vais vous figer dans la glace. Hé, vous, ne restez pas figés comme ça. Vos glaces sont livrées en 30 minutes. C'est possible. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafomédia pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafomédia. Et si vous commenciez maintenant? On parle géopolitique dans cette émission ce matin. Nous allons rester d'ailleurs du côté de la Côte d'Ivoire avec cet autre que nous allons appeler dans un instant. Lui, il est éditorialiste, voilà, ivoirien, il faut le dire. Fernand Dédé, que nous allons joindre. Mon cher Moussa, on a écouté, et tu fais bien me poser la question parce qu'il y a deux têtes, il y a deux FPI. Ah oui. Je vois qu'il n'a pas aimé la question. Bah oui. Il a insisté pour ne même pas prononcer le nom de Afin Guessan. Je trouve que la crise intra-FPI, c'est une autre crise qu'il va falloir que Laurent Gbagbo gère. Mais je ne pense pas que cela lui coûterait grand-chose pour quelqu'un qui a vaincu haut les mains la CPI. C'est pas quand même... Guessan qui est d'ailleurs interviewé l'année dernière. Exactement. Ouais. Donc je trouve que Afin Guessan va devoir libérer complètement le tablier, je pense. Mais il l'a dit, hein. Il dit qu'il était à la tête du FPI parce que Gbagbo n'est pas là et que dès que Gbagbo rentre... Oui, mais en même temps, les soutiens de Gbagbo, ceux qui ont créé Gbagbo ou rien, le GOR, on dit qu'ils soutiennent qu'Afin Guessan a fait preuve de trahison pour avoir collaboré avec le régime ivoirien en place et pour avoir concédé certaines choses au nom du FPI. Je pense que son retour, si ça doit se faire, ça se fera sur la base d'une négociation. Voilà. Ensuite, à la mine, ceux qui font la politique avec le TRIP, vous voyez le cas ivoirien, c'est un cas conseil. Il y a eu plus de 3000 morts parce que ce sont les chiffres officiels. Ouais. Dans une guerre civile sanglante que nous avons, qui a impacté nos vies parce que nous étions dans ce pays. Et quand au bout du compte, après 10 ans de procès, on se rend compte que ceux qui ont été un peu présentés comme étant des artisans de cette guerre civile sont déclarés donc innocents. Ouais. Et alors, à ce jour, est-ce que le peuple ivoirien peut s'attendre à trouver un seul coupable, un seul responsable de ces 3000 morts? Je pense que je n'ai plus d'espoir. Ce sont les familles qui ont perdu, c'est le pays qui a perdu des années de guerre civile. Nous repartons en Côte d'Ivoire, Diba, avec Fernand Dédé. Il est en direct ce matin. Bonjour. Monsieur Fernand, bonjour. Bonjour. Alors justement, après quelques années de démêlés judiciaires, finalement, Laurent Gbagbo avec Charles Blé Goudé ont été acquittés. L'information est tombée hier. Alors, quelle lecture faites-vous de cet acquittement? Est-ce qu'on peut dire finalement Gbagbo, il est innocent ou tout simplement c'est le procureur qui aurait péché par faute de preuves? En Côte d'Ivoire, il faut avoir l'honnêteté, le courage de le dire. Tout le monde est coupable, tout le monde est responsable de ce qui arrive, ce qui est arrivé dans ce pays. Laurent Gbagbo, en sa qualité de chef de l'État à l'époque des faits, la responsabilité première qui lui incombait de protéger, d'assurer la sécurité des Ivoiriens. À ce titre-là, sa responsabilité est entièrement engagée dans tout ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, parce que quand on est chef d'État, l'une des missions régaliennes, c'est d'assurer l'intangibilité des frontières, la sécurité des citoyens. Et s'il y a eu une crise, Gbagbo Laurent, en sa qualité de président de la République, n'a pas donc su assurer cette sécurité. Ceux qui combattaient Gbagbo Laurent n'ont pas été démocrates non plus. Le fait d'avoir
venu organiser une rébellion pour porter atteinte à la sécurité de l'État est également une faute. Alors, ce qui s'est passé à la CPI hier, c'est le fait que le bureau du procureur a très, très mal travaillé. Dans un procès pénal, le procureur n'avait pas les éléments pour soutenir les faits qui étaient censés condamner les prévenus. Et sur cette base, évidemment, Gbagbo Laurent a été acquitté. Voilà. Allez-y, mon cher. Alors, l'autre question, c'est aujourd'hui autour des victimes. C'est vrai que vous pensez aujourd'hui que tout le monde est coupable en Côte d'Ivoire, mais les victimes ont bien besoin de savoir qui doit répondre aux actes. Ah oui, bien sûr, c'est une question importante. En Côte d'Ivoire, il y a eu, depuis l'arrivée du président, la crise ne date pas seulement de 2010, c'est depuis de nombreuses années. D'ailleurs, le gouvernement ivoirien a élaboré un projet d'indemnisation des victimes qui prend en compte les victimes à partir de 90 au moins, parce que de toutes ces périodes-là, il y a eu des crises dans ce pays et il y a eu des victimes qui sont laissées pour compte. Il faut même remonter plus loin jusqu'au début des indépendances avec ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire les coups d'État du chat noir. Et effectivement, oui, il faudra poser la question de la responsabilité de ceux qui ont occasionné les crises en Côte d'Ivoire. C'est un problème réel. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, l'institution qui a été mise en place, la CONARIV, qui a recensé les victimes, a parlé de 300 000 victimes des crises. Une bonne partie de ces victimes a été indemnisée. L'indemnisation de l'État de Côte d'Ivoire, c'est 250 000 pour les personnes qui portent des blessures physiques, donc les accompagner pour les soins, et c'est 1 million de francs CFA pour les personnes décédées, pour les ayants droit des personnes décédées. L'argent n'est rien du tout, mais c'est une aide apportée aux ayants droit des personnes décédées malheureusement. Ensuite, il y a beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire qui ont tout perdu au plan matériel, maison, biens, et toutes ces personnes-là, pour l'instant, l'État de Côte d'Ivoire n'a pas encore pris l'engagement d'aider. L'engagement est pris d'aider à reconstituer les biens des personnes, des maisons détruites, des biens perdus, voitures et tout ce que vous pouvez imaginer. Mais pour l'instant, l'État est concentré sur les victimes en perte, les pertes en vie humaine et les blessés graves. Alors, donc, au-delà... oui, il faudra un jour ou l'autre. Au-delà de l'indemnisation, on parle de réconciliation aussi en Côte d'Ivoire. Est-ce que cet acquittement de Laurent Gbagbo devrait être un élément facilitateur, enfin, de cette réconciliation? Si tout le monde comprend, si tout le monde se pose les bonnes questions, si on a fini en Côte d'Ivoire de diviser la société en deux, entre les Gors, ce qu'on appelle les Gbagbouriens, ou entre les opposants, parce que comme je dis en Côte d'Ivoire, tout le monde aujourd'hui a géré en Côte d'Ivoire. Tout le monde a été au sommet de l'État. Tout le monde a été dans l'opposition. Personne n'est neuf en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Personne n'est exempt de reproche en Côte d'Ivoire. Alors si tel est que les uns et les autres se posent de bonnes questions sur l'avenir de la Côte d'Ivoire, sur la capacité de vivre ensemble, sur la capacité de reconnaître que chacun a commis une faute à un moment ou à un autre de la vie sociale, politique, économique, eh bien oui, la libération de Laurent Gbagbo peut être mise au capital de la réconciliation nationale. Mais si chacun pense dans son orgueil, dans son ego, qu'il est vainqueur et que forcément les autres sont victimes, eh bien ce sera difficile. Dans l'immédiat, quelles sont les conséquences au plan politique de cet acquittement? Il faut attendre encore quelques jours parce que on n'a pas encore de déclaration officielle du gouvernement ivoirien. C'est vrai que au niveau du pouvoir ivoirien, l'habitude a été de dire le dossier est sur le terrain judiciaire, donc nous n'avons pas à nous y mêler, mais on sait très bien que libérer Gbagbo Laurent, qui a été ancien chef d'État, qui a une carrière politique importante, qui a une base importante, qui a pu maintenir pendant 10 ans son contact, sa base militante partisane, eh bien, ce n'est pas rien. En fait, maintenir Blé Goudé également, qui essaie de s'émanciper en créant son parti, le COGEF,
qui essaient également de se créer un auditoire. Ce n'est pas rien. Ils ont aujourd'hui un vécu, un passé. Ce ne sera pas la même chose à au plan politique. Évidemment, si Laurent Gbagbo devrait revenir en Côte d'Ivoire en fonction des options qu'il aura prises, s'il entend de nouveau repartir sur le terrain politique, sur le combat politique, ça va effectivement changer beaucoup de choses parce que lui, c'est une bête politique, un animal politique qui connaît la situation politique du terrain, qui n'est pas un politicien de salon d'Abidjan ou des réseaux sociaux, c'est un homme de terrain. Voilà, un homme de terrain, vous l'avez dit. Merci beaucoup en tout cas, Fernand Dédé. Il faut le rappeler, vous êtes éditorialiste ivoirien. Il était en direct ce matin sur Espace TV. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village, dans sa fierté, face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG. Tous les matins, vous nous regardez également sur Espace TV. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. On parle culture ce matin dans notre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Vous le savez très bien. On parle de ces producteurs. Ils accompagnent donc la production et la promotion des œuvres artistiques. Ils ont toujours évolué donc séparément en tant que concurrents sur un même terrain. Avec le coronavirus, ils ont vu donc leur activité tourner au ralenti. Dans l'ensemble, le monde du showbiz a été le plus touché donc par les mesures gouvernementales, interdiction de spectacles, festivals et expositions, pourtant les seuls à même de générer donc les ressources. Dès lors, ils ont compris la nécessité de se rassembler. Oui, il faut le dire. Les opérateurs culturels guinéens ont donc créé une fédération pour protéger leur intérêt. Ce matin, nous recevons, vous le voyez à l'écran, mesdames et messieurs, monsieur Ibrahim Cissé, il faut le rappeler, Ibrahim Cissé, il est le président donc de cette fédération FESEG. On en parle ce matin dans cette émission Les GG. Ibrahim Cissé, bonjour et bienvenue chez les Grandes Gueules. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Nous parlions de la Côte d'Ivoire, donc c'est juste un trait d'union en recevant Ibrahim Cissé dans ce studio. Alors Ibrahim Cissé, d'où vous est venue cette volonté de mettre en place cette organisation-là? Vous êtes parti de quel constat? Il faut dire que cela remonte à bien loin. C'est pour moi l'occasion donc de remercier mais on va dire mes collègues, on va dire ça comme ça, qui avec moi avions essayé dans le temps. Je parle de Tidiane Souma, Tidiane World Music, une de nos fiertés. Vraiment, ça fait bizarre d'entendre ça, l'une de nos fiertés. Parce qu'on sait bien que vous vous aimez pas dans le showbiz. Ah non, pas moi. Mais si, Ibrahim. Je joue pas ce jeu là, moi. Comment ça, tu joues pas ce jeu, Ibrahim? Je suis pas dans ce football là. Voilà. C'est comme ça. Alors, je répète, une de nos fiertés. Un fleuron de notre corporation. Et aussi Massiré Camara, qui a raccroché malheureusement depuis. Je lui dis merci, je lui dis bonjour. On a essayé et ça n'a pas pu se faire pour plusieurs raisons. Enfin, c'est la bonne, nous y sommes. Nous avons pu donc créer cette fédération. Et alhamdoulilah. D'accord, vous fédérez maintenant, vous avez décidé de fédérer vos forces. Et quel va être l'objectif à court terme? Déjà, on va consolider cette fédération. Nous sommes à peu près une trentaine qui avions signé la fiche d'adhésion, parce qu'il faut une fiche d'adhésion. Tout se fait dans les... tout se fait selon la loi, donc une fiche d'adhésion. Après avoir lu la charte de la FESEG, après avoir lu le règlement intérieur et les statuts. Donc, tu lis tout ça, et quand tu es d'accord, tu nous signes une fiche d'adhésion disant que tu fais partie désormais de la FESEG. Donc, nous allons d'abord consolider cela, attirer le maximum, parce que c'est inclusif, c'est pour tous les opérateurs culturels, sans exception, sans exclusif. Et donc, on va d'abord consolider notre association et ensuite organiser 2 jours de concertation dans les jours qui suivent. On va donc organiser 2 jours de concertation avec tous les opérateurs adhérents évidemment qui vont nous dire ce qu'ils souhaitent faire, et là-dedans on va mettre dans notre plan d'action à court, moyen et long terme. Est-ce que la FESEG, est-ce que c'est un syndicat?
ou un simple rassemblement d'opérateurs ou une association comme l'Urtelgui, entre autres. C'est un patronat. Ok, un patronat. C'est le patronat. Ok. Des opérateurs culturels. Oui, du domaine, du spectacle et de la phonographie. Ok. Parce que la culture, vous le savez, est vaste. Hein. Donc, c'est ce domaine-là. En fait, c'est nous qui finançons la culture, si on veut dire. C'est nous qui mettons de l'argent dans la culture. Et donc, nous avons décidé de nous mettre désormais en association. Alors, on va parler chiffres, s'il te plaît, Daouda Mohamed. Quand on voit depuis l'explosion de coronavirus en Guinée, en matière de pertes, est-ce que vous avez quelques chiffres aujourd'hui à communiquer aux auditeurs? Justement, c'est compliqué tout ça. D'où l'objet de cette fédération qui va exiger de ses membres d'avoir des statistiques. Il faut bien qu'on sorte des chiffres pour montrer donc à l'État l'importance de ce qu'on fait pour l'économie guinéenne. Ce sont des milliards que nous investissons chaque année, mais des milliards. Un seul spectacle souvent coûte plus d'1 milliard. Le commun des mortels, enfin le Guinéen pense que c'est de l'amusement. À la rigueur, on nous prend pour des plaisantins. Mais attention, on met beaucoup d'argent dans la culture guinéenne, on met beaucoup d'argent dans l'événementiel, beaucoup d'argent dans le spectacle, on emploie du monde, indirectement comme directement. Je pense qu'il faut que ça se sache désormais. Il faut que désormais on compte avec nous. Donc ce sont des milliards. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas de chiffres. Prenez un exemple. Prenez l'exemple du spectacle de Nocebo. Mais le budget est énorme. Mais je ne sais pas comment Moussa va faire. Mais on tire nos cheveux. C'est incroyable. Mais beaucoup aussi évoluent dans l'informel, vous le savez ça. Oui. Mais c'est une autre raison pour laquelle on met en place cette association. Donc, pour nous organiser. Aujourd'hui, vous n'êtes pas en mesure de le dire. Aujourd'hui, on ne peut pas dire en matière de montant, de chiffres, de pertes, ce qu'on a subi pendant ces 2 ans. Pendant ces 2 ans. Voilà, on ne peut pas le dire, malheureusement c'est comme ça. Voilà. Ibrahim C, avec nous ce matin, le nouveau président, voilà, il faut le rappeler, de FESEC. Allez-y Daouda. Oui, on sait, Lamine l'a dit tout à l'heure, dans le secteur de la culture, vous ne vous aimez pas assez. Ça, il faut le reconnaître. Vous ne vous aimez pas assez. C'est une réalité. Vos spectacles, le plus souvent, il y a des têtes qui sortent pour saboter ça et là. Comment vous avez réussi? Première nouvelle. Vous pensez. Exemple. Vous en connaissez, Ibrahim C. Non, je suis désolé, j'en connais pas. Vous en connaissez bien. Non, j'en connais pas. Alors, comment vous avez laissez-le poser la question, Daouda. Mais non, je suis désolé. Allez-y, Daouda. Il paraît qu'ici, c'est un échange. Donc, je suis désolé. Ibrahim C. Non, je suis désolé, je réponds maintenant, je suis désolé. À quelle question? À la question de savoir si on s'entend pas. Je n'ai pas posé les questions. Je n'ai pas posé les questions. C'est une belle et grande famille dans laquelle souvent il y a de petits accrochages comme dans votre famille certainement. C'est sans façon et on avance. La preuve, on a pu se réunir. Et on sait qu'il y a un numéro des Grandes Gueules où les opérateurs culturels se sont donnés un spectacle dans ce studio. Il y a même il y a eu on s'approchait du pugilat à l'antenne. Oui, on avait quand même des opérateurs dans ce studio. On a le numéro. Est-ce que on sait que le showbiz des Cuba sont là? Est-ce que cette alliance que d'aucuns qualifient d'alliance de circonstances, parce que économiquement ça va pas, est-ce que ça va perdurer? Parce qu'on connaît les égos, on connaît les conflits d'intérêts. Est-ce que ça va prospérer tout cela? Parce que c'est trop beau. C'est une question qui m'amène à donner des réponses. Je souhaite avoir des exemples. On ne dit pas des choses comme ça. Il faut donner des exemples de pugilat. Enfin, en guillemets, je veux le savoir. Deuxièmement, c'est la bonne, croyez-moi. Parce qu'on est passé, ça fait plusieurs années, on essaie, vraiment, plusieurs années, et on a pris conscience que si on ne se met pas ensemble, on ira de nulle part. Il faut que l'État ait un interlocuteur, enfin. Sinon, l'État fait comment? Souvent, on incrimine l'État, mais l'État n'a personne en face avec qui discuter. Et c'est bien difficile comme ça. Donc, on a compris. On a compris. Moi, je connais Ibrahim C. Je veux dire, à le voir à la tête de cette association, l'espoir est permis. Voilà, c'est mon avis. Allez-y, Moussa. Est-ce qu'il y aura de la formation? Parce que c'est devenu juste un business commercial. Juste, je me lève, j'ai quelques contacts du côté de la Côte d'Ivoire. Je dis, tel artiste me plaît, comment on peut faire? Alors que c'est toute une industrie. Ça s'organise, ça s'apprend, c'est un métier. Et je ne vous apprends rien. Alors, vos membres là, est-ce que vous prévoyez de redorer un tout petit peu leur blason? Oh oui, cela il va de nos projets. Il faut enfin, comme vous l'avez dit, il faut vraiment qu'on puisse s'organiser, qu'il puisse y avoir de la formation. C'est important. Mais ce n'est pas simplement en tant qu'opérateur culturel. À la rigueur, ce sont des patrons. Mais ce sont les métiers qui s'y attachent. Prenez l'éclairage. C'est compliqué.
vous avez souvent parlé dans ce studio de formation professionnelle. On y vient justement. Éclairage, régisseur, ingénieur de son, etc. etc. C'est un manque criard dans ce pays. Il n'y en a pratiquement pas. Ouais. Et là, je lance un appel aussi au ministère de penser à cela. Avoir des bourses pour aller à Cuba ou en URSS s'ils veulent, je ne sais pas, ou en Espagne, mais c'est pas grand-chose. Envoyer 5 ou 10 jeunes Guinéens apprendre qui reviendront faire de la formation ici, je pense pas que ce soit grand-chose. Mais si on veut vraiment l'avènement enfin d'une véritable industrie culturelle dans notre pays, il faut qu'on fasse de la formation, il faut qu'il y ait des techniciens. Que ça soit une priorité. Que ce soit vraiment une priorité. On souffre énormément. Enfin, maintenant, il y a peut-être 1 ou 2 sonos. Mais avant, on prenait des sonos au Sénégal ou en Côte d'Ivoire avec les techniciens qui s'y rattachent. C'était un gros manque à gagner. Je pense que ça continue comme ça. Même avec les sonos d'ici, quelquefois, on envoie des ingénieurs ou des techniciens des pays limitrophes. Donc c'est compliqué. Et oui, la formation, ce sera un de nos chevals de bataille, je dirais, vraiment, pour qu'on puisse donc former autant les patrons que les techniciens et les employés. C'est vraiment primordial. Allez-y, Jacques Léon. L'autre reproche qu'on vous fait, et j'ai fait partie de ce on-là, c'est le fait que vous, opérateurs culturels, vous soyez focus sur un seul domaine presque désormais, c'est-à-dire le monde des spectacles, chercher des artistes. La musique surtout, hein. Ouais, la musique, d'abord la musique principalement, et la musique laquelle, c'est aller chercher des artistes à l'étranger pour les amener à se produire ici. Vous n'êtes plus dans la production. Est-ce que vous démissionnez carrément de la production, vous n'investissez plus sur des artistes guinéens pour leur donner de la valeur, à même de pouvoir se produire ne serait-ce que dans la sous-région? Est-ce que la FESEG va réfléchir là-dessus pour donner une dimension réelle, ne serait-ce qu'à la musique, puisque c'est à celle-là que vous vous intéressez? Vous avez bien raison. Et pourtant, c'est un mauvais procès. Nous sommes des investisseurs. Nous mettons de l'argent dans la promotion de la culture en Guinée. Mais nous sommes obligés de mettre de l'argent là où ça marche, je suis désolé. On ne va pas mettre de l'argent pour inviter un poète au palais. Personne ne va venir. Enfin, pour le moment, je veux dire. C'est compliqué. On met de l'argent pour avoir un peu là-dessus. Et sur quoi on doit mettre de l'argent? C'est la musique pour le moment. On est obligé. Mais au niveau de la FESEG... Oui. Au niveau de la FESEG... Mais vous pouvez valoriser le poète dont vous parlez. Justement. Mais il faut que ça vous rapporte de l'argent. Mais attention, c'est vrai. Mais pour le moment, laissez-nous avoir un peu d'argent avant de le mettre dans... Donc, ce n'est pas dans les priorités pour l'instant. Mais attendez, je vais dire... C'est important. Jugez en vous-même. Je suis désolé. On met... Attendez, ils veulent pas taper poteau. C'est aussi du business. Je suis désolé. Ouais, mais il peut avoir un investissement à moins long terme. À long terme, basé sur quoi? Sur des crédits à la banque. Mais les banques ne considèrent même pas. Les banques pensent que notre profession, c'est une profession à risque. Ils ne mettent pas de l'argent là-bas. On prend cet argent où? Nous, on fait des levées de fonds de plusieurs millions de nos francs. Plusieurs millions. Et bien, quand on fait des levées de fonds, il faudrait bien qu'ils soient Mais si rentables. c'est pour donner aux artistes étrangers, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Prenez l'année culturelle en Guinée. Oui. La plupart des spectacles sont des spectacles avec des artistes locaux. La plupart. Vous pouvez établir les chiffres. Vous verrez que les spectacles avec des artistes étrangers ne prennent pas plus de 20%. Mais non, Ibrahim. Non, parce que quand on prend votre maison, je parle de CPP, entre autres, il n'y a que Bambino qui vous produisait annuellement. La CPP fait le dernier spectacle de l'année avec exclusivement des artistes locaux. La CPP fait Star Vacances. La FIFI fait Fitini Music Show. Fait Star Vacances, Fitini Music Show, n'est-ce pas? Avec des artistes guinéens pour lesquels on fait une grosse promotion. La CPP fait beaucoup d'événements avec des artistes locaux. Je ne vais pas les citer, mais vous pouvez vous en rendre compte vous-même. Et je vais vous le dire, et je le répète, la plupart des spectacles faits en Guinée sont faits avec des artistes locaux. La plupart. Bien. Allez-y, Diba. Deux questions, puisque vous parlez de fonds, de moyens. Il y a le FODAC qui est aujourd'hui mis en place. Est-ce que vous avez essayé de l'approcher avec cette structure fêtière pour voir dans quelles possibilités il peut y avoir un travail de fonds pour une autonomie financière? Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a le Covid qui est là, les spectacles sont arrêtés. Si on vous demandait aujourd'hui, en lieu et place d'un arrêt systématique des spectacles, est-ce que vous avez une proposition pour l'État? Nous, les étudiants, il faut vraiment qu'on aille vers l'État. Il faut que l'État nous permette
quand les conditions le permettront, évidemment, qu'on reprenne nos activités. Parce que je vais vous le dire, la plupart de nos entreprises sont en faillite. Oui, en danger de mort certaine. Donc, il faut que l'État nous comprenne et permette donc, avec les mesures barrières évidemment, de reprendre nos activités. Sinon, il n'y aura plus de spectacle en Guinée et ce sera bien dommage de sacrifier tous ces emplois, vraiment. Donc, nous allons étudier tout ça en comité. Nous allons aller vers l'État pour leur faire des propositions, vraiment, pour qu'on reprenne nos activités. Vous avez parlé du FODAC. On a eu l'honneur de voir présent à notre Assemblée Générale Constitutive le directeur général du FODAC qui était présent. Malik Kébé. Qui est bien conscient de nos problèmes. Oui. Lui-même, c'est un opérateur culturel. Il m'a même dit, mais Ibrahim, j'aurais dû être invité. Je lui ai dit, non, tu es de l'autre côté. Attention, tu es de l'autre côté. On a plaisanté comme ça. Donc, c'est un opérateur culturel. Et donc, il est conscient de nos problèmes. Et je suis sûr qu'ensemble, on fera... il pourra nous aider, je veux dire. Bien. Ibrahim C, notre invité ce matin chez les GG. On passe à cette petite rubrique. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir. Il en a l'air ce matin, Ibrahim C. Voilà. Allez, on vous posera des questions. Vous allez répondre oui ou non. Et puis derrière, nous allons continuer. Allez-y, Diba Milimono. Oui ou non? Oui ou non. Aujourd'hui, cette association, comme beaucoup l'estiment, c'est juste un projet de circonstance. Non. Non. Oui ou non, vous saluez la séparation ministère de la Culture, ministère des Sports? Oui. Oui ou non, vous serez décidé avec votre fédération d'élargir un peu votre champ d'action? Oui. Oui ou non, beaucoup de ministres ont des petits au sein de ce monde culturel, donc de l'événementiel notamment, et du coup, ça plombe l'évolution de ce secteur. Non. Il a dit ça plombe. Mais non. Il a dit Repose ça ta plombe. question, Moussa, s'il te plaît. Voilà. Il a dit ça plombe. Ça plombe. Mais non, donc ça plombe pas. Non. Ça donc, plombe pas. Repose la Mais question. il y a Moussa. les petits. Oui ou non? Oui ou non, il y a les petits. Oui, les petits, les grands. Oui ou non, les grands donc tirent les ficelles au niveau des petits au sein du monde de l'événementiel guinéen et cela affecte le développement de ce secteur. Je réponds à la question non. Non. Bon. Attention, il pose une question, je réponds à cette question. Oui ou non, au sein de votre corporation, il y a des privilégiés? Je bois en touche. Bon. Oui ou non? Joker. Joker. Sur la même question, en dernière date, on a vu la subvention que l'État avait engagée. Des voix se sont élevées. Oui ou non, aujourd'hui, avec la mise en place de cette structure, vous allez essayer de pallier à ces genres de difficultés? Oui. Ibrahim C est notre invité ce matin chez les GG sur Radio Espace. Les grandes gueules. Le jeu des photos, une perception, une idée, un mot pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. Ça peut être aussi une personnalité culturelle, pourquoi pas? Allez-y, mon cher Diba, en toute sincérité. Sanusi Bantamasso. C'est l'ancien ministre de la Culture qui a fait ce qu'il a pu pour notre corporation. On l'en remercie. Istokera. Ah, c'est une de nos valeurs sûres. C'est un de nos fleurons également, n'est-ce pas? Il vient de notre milieu. Je sais qu'il fait beaucoup pour notre culture. Il continuera à le faire, je l'espère. JMJ. Comment dire, un maître, une référence. Je pense que c'est un exemple à suivre. Il mérite tout mon respect. Bénédire quoi? Une de nos valeurs également. Je pense que Bénédit, c'est un baroudeur. C'est un baroudeur. Il fait de grandes et belles choses. Je l'y encourage. Maka Traoré. Maka Traoré, c'est mon vice-président. Que dire? Oudi Premier. Oudi Premier. C'est l'occasion pour moi de lui dire vraiment que je suis désolé de tout ce qui lui arrive en ce moment. Il y a eu une partie de son infrastructure qui a été donc dégagée. Vraiment, j'en suis désolé. Et je pense que Oudi Premier est aussi une valeur sûre, d'abord de notre musique et maintenant de notre corporation. Sayon Bamba. Sayon Bamba, la DG de l'AGS. J'aimerais lui dire ceci. Nous sommes là pour travailler ensemble, Madame la DG. Nous sommes là pour vous accompagner. Vraiment, afin que les choses se passent dans le meilleur des mondes, afin que vraiment notre pays puisse avancer sur le plan de la culture. Joanna Barry. Joanna Barry.
mon ex-présidente du Comigi. Je lui passe bien le bonjour. Surtout Comigi. Comigi. 5 Kofi. 5 Kofi premier. Je pense qu'il méritait franchement de diriger le nouveau Comigi. Je le dis sincèrement. Hein. Il méritait franchement de le diriger. Il s'avère qu'il y a eu un appel d'offres et qu'il y a eu une gagnante. On s'en accommode et puis on va l'aider à mieux faire. Takana Zion. Takana Zion, l'enfant terrible de notre musique. Je pense que Takana Zion est quelqu'un à part. Voilà. C'est quelqu'un à part, mais qui mérite tout le succès qu'il a eu et qu'il va avoir, j'en suis sûr. Et je pense que la Guinée doit être fière d'avoir une telle star. Eli Kamanos. Eli Kamano, vous savez, je le connais depuis tellement longtemps. J'ai été peut-être le premier à passer sur les antennes d'une radio son tout premier album. Donc je le connais et il me voue un respect vraiment comme il faut. Je l'encourage à continuer. Je crois qu'il fait de la politique et je l'encourage à aller très loin dans cette direction. D'accord. La nouvelle ministre de la Culture, Madame Sona. À dire vrai, je la connais pas, mais nous avons obtenu une audience et dans les jours qui suivent, on devrait pouvoir la rencontrer pour savoir un peu plus de ce qu'elle souhaite faire de notre milieu. Vous ne le dites pas, mais il se trouve qu'elle ne serait pas d'abord facile, pas très ouverte. Elle n'est pas de votre monde. Pas très conciliante. Mais je pense qu'il y a de grandes gueules dans le milieu qui vont commencer à gueuler entre guillemets dans les jours à venir. Parce que Madame la ministre, quand on est quand même à la tête de la culture, on est avec tout le monde, les grossistes et les détaillants. Bien. Alors, vous ne le direz pas, mais vous-même qui êtes assis là, vous êtes un poids lourd de ce milieu. C'est une incitation directe. Je ne la connais pas. Oui, mais parce qu'il y a des langues qui se délient. Les gens, beaucoup d'entre eux voulaient être ministres. Le Guinéen, attention, on l'a dit 2 fois, ça fait la 2e fois qu'on parle de ce sujet. Il faut qu'elle sorte de son confort. Le Guinéen, Moussa, attention. Lamine, il faut qu'elle sorte de son confort. C'est pas normal. Je pense qu'il faut redonner à Kempes. Kempes c'est mieux. Oui, c'est vrai. Lui au moins vous sentez qu'il fait le show. Mais l'autre côté, c'est compliqué là. Laissez-moi noter ceci. Notez. Je laisse entièrement à Moussa tout ce qu'il vient de dire. Il veut pas de problème. Moi j'adore. Allez, Ibrahim, cette caméra vous appartient. Évidemment, vous avez à vous adresser à tous ces opérateurs culturels qui nous écoutent à la radio, qui nous regardent aussi à la télévision sur Espace TV. Non, j'aimerais dire à tout le monde que la mise en place de la FESEG répond à une nécessité impérieuse. Permettre au secteur des industries culturelles, notamment le spectacle et la production phonographique, de mieux se structurer et de se développer. Les industries de la création représentent en Afrique 5,2% du PIB et environ 5,3% du total des emplois. Malheureusement, sur le plan local, on n'a pas de chiffres. Le paysage musical moderne de ce continent et de la région est l'un des plus variés et des plus dynamiques. À ce titre, il est donc important que l'on s'organise pour démontrer à l'État que nous sommes un secteur sur qui il faut compter et soutenir. Merci. Merci beaucoup Ibrahim C. Évidemment, il était notre invité ce matin chez les GG. On se quitte avec quelques messages que vous avez bien voulu laisser là sur le hashtag Espace GG. Si vous êtes prêts au niveau de la régie, avec Elage Ibrahim Asso qui nous a envoyé ce message. Bonjour les GG, bonjour à tous. Le 3e mandat continue d'engendrer donc les conséquences néfastes au peuple de Guinée. Le prix des denrées alimentaires continue de grimper tous les jours. L'État est totalement responsable. D'autant plus que le dédouanement est exorbitant. Et c'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. Un autre évidemment qui nous écrit, lui c'est René K. Ifono. Bonjour les GG, félicitez-vous d'avoir fait quelque chose d'étrange et de dépoustouflant, donc qui a brisé la monotonie de notre époque. Les GG comme une drogue difficile de s'en passer. Mention spéciale à mon ami inspecteur Colombo, c'est René K. Ifono qui nous envoie ce message. Un autre évidemment aussi qui nous écrit, c'est Sobogui Maz. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Je vais juste dire à ce peuple qu'il y a si il y a un fardeau, vous serez secouru, voilà. Mais si vous tirez le fardeau sur vous, c'est votre problème. Ce calvaire
tout le monde coopérera et c'est là pendant 6 ans. Sovogui Maz du RRD qui nous envoie ce message. Un autre qui nous écrit, lui c'est Bakari Itala Kuruma. Bonjour les GG. Tout ce problème, c'est l'État qui est le seul responsable. Comment ils peuvent dire aux boulangers de diminuer le prix du pain? Pendant ce temps, ils font payer les taxes. Ils posent la question. Merci à Real Kill également aussi qui nous a écrit sur Twitter. Je ne suis pas étonné par la cherté de vie de dans notre pays. C'est les retombées d'avoir soutenu donc la forfaiture et de l'incompétence. Les pneus des boulangeries mobiles du PRAC sont crevés. Hashtag Espace GG. C'est comme ça, on arrive évidemment au point final. Merci à vous tous à l'international. Grand merci à Amadou So qui a réalisé cette émission côté radio, à Mafata Sano, plutôt à Mamoudou Kondé du côté de la régie ce matin. Dans un instant sur Radio Espace, vous avez rendez-vous avec la rédaction. C'est plutôt Espace Première que vous allez avoir évidemment avec David, c'est bien ça, Daouda. Voilà, Daouda Mohamed Kamara qui vous allez avoir. Et puis sur Espace TV, la rediffusion donc de votre journal, le journal de 20h. Lundi, on se retrouve pour d'autres numéros avec une invitée spéciale. Vous allez comprendre, Fall, évidemment, du côté du Sénégal. Prenez soin de vous. Allez, à lundi. Demain, c'est Madame Yoro qui vous retrouve évidemment, la Djadja, avec l'autre équipe des GG. Au revoir.